1. Oh. Bonjour à tous et à toutes, auditeurs, auditrices, téléspectateurs, téléspectatrices. C'est le grand jour, le retour du CBLM après des vacances de longue durée. Non, c'est une blague. On a été tous en partiel, enfin, il manque encore Charlie, mais on a eu une période de partiel. On revient encore plus fort, encore plus dynamique. Les gars, comment vous allez ? Je vais commencer à ma droite par Malo. Comment tu vas, Malo, aujourd'hui ? Malo London. Je vais très bien. Cette en bout de émission vacances un peu m'a énormément manqué. Ouais, ça m'a beaucoup manqué de faire ces émissions. Ouais. On est de retour. Et ouais, on est de retour pour jouer de mauvais tours. Oh Charlie, comment tu vas aujourd'hui ? Ça va, hâte d'avoir fini tout ça, mais pas hâte de quitter la CBLM quoi. Oh, c'est beau, c'est un bel aveu d'amour. Loïc, comment tu vas ? Moi ça va, comment on n'est pas heureux quand on est en vacances quoi, finalement. Juste ton vibe. Juste ton vibe. Juste ton vibe. Non mais en vrai content de faire cette émission qui va être monstrueuse une fois de plus. Et... Comme d'hab, ouais, ça change pas. En plus, qu'est-ce qu'il y a, Malo ? Je crois que c'est la dernière fois qu'on est tous rassemblés en présentiel là, non ? Ouais. Bon, ça a piqué. Non, on peut en faire une. Bon, on verra. On verra. Tu pars passer. Malo, je vois que tu te frottes les mains. Je pense que c'est. On va direct rentrer dans le plat, je pense. Pour le bien de tout le monde. On va faire un petit retour, les gars, avant sur la LDC et surtout la qualification de Paris pour la finale. C'est quand même l'événement plus pour nous et surtout pour Malo en tant que supporter de Paris. Un an après, jour pour jour après la désillusion face au Borussia Dortmund, ici même au Parc des Princes en demi-finale, retour de Ligue des Champions. Le PSG a gommé ses erreurs et a dompté Arsenal ce mercredi soir au terme d'un match plutôt maîtrisé. L'équipe de Luis Enrique a donc réussi son coup avec brio et va faire vivre à ses supporters la deuxième finale de Ligue des Champions de son histoire, après celle face au Bayern, donc le 31 mai à Munich contre l'Inter Milan, tombeur du Barça 4-3 après prolongation ce mardi soir au terme d'un scénario irréel. Les gars, je vais vous poser une première question. Est-ce que Paris s'est élevé? Bon, c'est un peu une question aussi forte, mais est-ce que Paris s'est pas élevé à un niveau supérieur après la victoire face à Arsenal et monté au corps d'un cran ? Malo, je commence par toi. Non, je trouve pas ce niveau-là, le PSG à ce niveau-là depuis quelques mois, quelques semaines. C'est pour ça que c'est pas pour rien qu'au début de l'émission je disais que c'était la meilleure équipe en Europe. Oui, c'était par rapport à ça. Et puis après oui, c'est sûr qu'ils sont mieux revenus parce que on en parlait face à Aston Villa, ça n'avait pas été terrible au match retour, et même depuis le retour de la trêve c'était vraiment pas terrible, c'était pas fameux. Il y avait des joueurs qui étaient pas bons comme Vitinha au milieu de terrain, même Hakimi il n'avait pas fait des bons matchs face à Aston Villa, notamment sa deuxième mi-temps du second match a été catastrophique. D'autres joueurs qui alternaient le bon et le moins bon. Et puis non, face à Arsenal, je ne les ai pas trouvés non plus exceptionnels. C'était ma question. Ils ont su marquer quand il le fallait, et Donnarumma a fait les arrêts qu'il fallait pour se hisser en finale de Ligue des Champions. Donc, non, pour moi, je rejoins Malo, ils sont dans la continuité de ce qu'ils produisent depuis quelques mois maintenant. Ils n'ont pas forcément élevé le niveau de jeu, mais ils sont toujours aussi forts. On se souvient du match aller contre Liverpool. Après, là où je les trouve meilleurs maintenant, c'est dans la gestion des temps forts, temps faibles. Le temps fort, ils arrivent à marquer. Là, ils en mettent 3 contre Arsenal. Et temps faible, ils arrivent à pas prendre... Enfin, tu sens que c'est une équipe qui est plus soudée. Ça défend mieux. Ils ont un temps faible, ok, mais ils acceptent de subir et ils paniquent pas. À l'image de Marquinhos, ce mec-là, avant, il serait fait dessus. Alors que là, il était en patron, en taulier, en train de rassurer tout le monde et de tenir la baraque. Donc franchement, moi c'est d'un point de vue peut-être plus mental ou collectif que footballistiquement que je trouve qu'ils ont vraiment progressé. Pour ma part, ouais, moi je trouve qu'ils ont un peu élevé leur niveau de jeu. Je disais il y a peu que j'espérais qu'ils prendraient un petit peu peur face à Arsenal. Je trouve qu'ils ont vraiment résisté à la pression. À côté, Arsenal n'a pas été exceptionnel, mais je pense qu'en fait c'est plus là le Paris Saint-Germain qui a su respecter un plan tactique que je trouvais plus élaboré. On a vu avec à chaque fois Dembélé qui revient dans l'axe et ça part de là, ces actions qui font but à la fin. Et ouais, je trouve que c'est vraiment ils ont fait preuve de maturité en fait, je trouve, dans le jeu. Ouais, bah oui, quand tu vois comment ils ont subi, comment ils étaient capables, comme Loïc l'a dit, de subir
sans forcément prendre le feu en encaissant des buts. Il faut aussi souligner un très bon Donnarumma. Parce que si on avait eu le Donnarumma du début de saison, même de ses précédentes années au Paris Saint-Germain, le PSG ne se qualifiait pas, et puis je sais même pas si le PSG était en demi-finale par exemple. En fait, ouais, c'est ça, parce que moi, quand je disais avant la demi-finale, je disais que Paris, ça allait être compliqué face à une équipe aussi bien rodée qu'Arsenal, avec beaucoup plus de cadres, même si à Paris, il y en a aussi. Paris, c'est plus une équipe de jeunes pousses, et je dirais que s'ils parvenaient à gagner face à Arsenal sur cette double confrontation, c'était plus dû à des éclairs de génie, de talent, parce que au niveau, ils sont bien plus talentueux, je trouve, au niveau potentiel. Le Paris Saint-Germain est bien meilleur qu'Arsenal, et je trouve qu'en fait là ils ont su mettre de côté un petit peu ce côté fougue de la jeunesse, et en respectant les plans du tacticien Enrique, et je trouve que c'est ça qui fait mouche, quoi, à la fin. Et moi je voulais revenir donc sur le jeu. Est-ce que vous n'avez pas trouvé, je reprends tous vos propos en même temps, est-ce que vous n'avez pas trouvé aussi que Arsenal était soit trop faible, ou peut-être c'était tout simplement Paris qui était bien supérieur à Arsenal? Donc c'est un mélange des deux. Je pense qu'Arsenal, ils ont quand même fait 2 matchs qui sont... Au début du match aller, ils étaient dans le dur, mais ils ont fait 2 matchs qui sont respectables. Notamment au match retour où Arteta dit qu'ils ont été meilleurs que le PSG, met du frein. Mais je pense vraiment pas que l'Arsenal est sous-joué. C'est juste que Enrique, à mon avis, les a énormément analysés. Le PSG leur a posé énormément de problèmes, et là où le Real avait pêché, le PSG a bloqué ces espaces-là, a bloqué Saka, a bloqué les montées de Declan Rice, et donc forcément ils ont appuyé là où ça faisait mal chez Arsenal, et donc pour moi c'est plus une réussite du PSG qu'une contre-perf d'Arsenal. Bien sûr, pour moi c'était presque plus un duel, désolé Malo, pour moi c'était presque plus un duel Enrique-Arteta, parce que on reparle encore du tacticien Jauvert du côté d'Arsenal, mais on voit qu'en fait ils n'ont pas marqué. Il y a un but qui a été marqué hors jeu d'Arsenal au match retour. Et au match retour, ça peut presque déraper dès les premières minutes. Au début du match. Presque un but d'Arsenal, ça passe pas loin. Mais en fait, pour moi, comme je disais juste avant, c'est les choix tactiques qu'on fait et qui ont été super. On peut pas mettre de côté la prestation des joueurs du Paris Saint-Germain, mais pour moi, c'est vrai que c'était un duel, une bataille tactique. Que ce soit au milieu de terrain ou surtout défensivement, j'ai trouvé aussi, et qui a été parfaitement respecté par les joueurs, donc c'était un beau coup de Luis Enrique. Moi ces matchs-là, surtout le match aller, en fait, ils m'ont fait penser au match qu'il y avait eu en octobre, je sais pas si vous vous en souvenez, entre le Paris Saint-Germain et Arsenal à l'Emirates. Et en fait, c'était une configuration dans le sens où la première mi-temps, elle avait été largement dominée par Arsenal. Ils avaient fait la diff en une demi-heure et ils gagnaient 2-0. Et la deuxième mi-temps, en fait, on avait le PSG qui avait le ballon, mais qui était impuissant en fait face à une défense d'Arsenal, et en fait c'est ça, en fait ils dominaient sans avoir la balle, et là c'est là où tu voyais en fait l'écart qu'il y avait à ce moment-là entre Arsenal et le Paris Saint-Germain, et j'ai un peu l'impression qu'il y a eu de nouveau cette configuration de match-là dans ces matchs-là en demi-finale de Ligue des Champions, mais cette fois-ci à l'inverse, où tu as le Paris Saint-Germain qui a accepté de subir, et qui même plus qu'accepté a, on va dire, pris du plaisir à subir, et je me demande même si ça faisait pas partie du plan tactique de peut-être, ou du moins que c'était préparé, il s'était préparé à subir. Il s'était préparé à subir, et si t'as un Paris Saint-Germain qui est capable d'être protagoniste, mais également capable de subir, qu'est-ce qui peut les arrêter? Après, comme tu l'as souligné avant, moi je trouve que c'est vrai qu'ils peuvent vraiment remercier Donnarumma. Parce ça c'est sûr. Donnarumma, il sort un match exceptionnel, les 2 matchs. Après, Raya fait pas un match dégueu, mais il sort son péno, mais en vrai, est-ce qu'on l'a vu faire des parades fantastiques? C'est fini, quoi. Péno, Barcola aussi au début du match, Doué aussi. Si, Doué, un moment là sur le face-à-face. Barcola aussi, oui. Barcola qui fait son crochet, là il frappe pied gauche. Alors là, il fait un mauvais choix. Oui, mais les gars, tout l'angle extérieur. Ce qu'on peut faire, c'est que, du coup, comme vous avez donné plusieurs noms, on peut faire du coup les tops et les flops de ce match. Ou de la double confrontation. Ou de la double confrontation même. Est-ce qu'il y a un joueur qui pour vous s'est élevé? Là, je voulais utiliser Donnarumma. Est-ce que pour toi c'est le joueur de cette double confrontation, Charlie? Moi je pense que c'est super compliqué. Moi je pense au match aller aussi. Ouais, faut penser au match aller, mais non, Donnarumma je le mettrais peut-être en 2. Moi je mettrais forcément Guevara. Même si, en fait, parce que Guevara, moi je le souligne à chaque émission, le mec a 3 poumons, il est partout. Les retours défensifs, en fait, je pense que c'est ce que je préfère. Et cette projection vers l'avant à chaque fois, ça part souvent de Guevara.
je pense qu'on peut pas trouve le poteau. Hein, moi, j'aurais aimé Fabien Ruiz. Parce qu'au match aller, au milieu, il y a eu des moments de gros mou de la part des deux Portugais. Et le seul qui a tenu un peu la baraque, si on s'en souvient bien, c'est Fabien Ruiz. Au match retour, il a été super costaud encore. Dans le défensif, après il met son but, c'est du bonus. Enfin, c'est du bonus. C'est hyper important. Je pense que c'est pas son but. C'est un magnifique but. Il le met quand même contre le cours du jeu. Si je le mets là, c'est pas uniquement grâce à son but, c'est dans le jeu. Et il dégage une sérénité. Et avant, où on le voyait plus faire des passes un peu tout le temps en retrait, machin et tout. Là, c'est plus le même joueur. Ce que tu dis, ça va avec son histoire au Paris Saint-Germain, j'ai envie de dire. Il est arrivé, on voit qu'il s'est imposé dans l'Euro. Et où tous les Parisiens, les supporters parisiens disaient beaucoup seulement il faut jouer comme il joue avec l'Espagne, avec le Paris Saint-Germain. Et je pense qu'il a un petit peu profité aussi de cette absence de Warren Zaïre-Emery quand il était blessé. Il s'est fait écarter, il a su prendre sa place au milieu de terrain, et il l'a gardé parce que voilà, il reçoit de la confiance. Et moi je suis franchement très heureux, bien que j'ai aucune attache pour le club ou pour le joueur. Non mais faut dire les choses. Ah bah oui, faut le dire. Mais Fabien Ruiz, je suis très heureux pour lui qui marque ce but. Est-ce qu'il n'y a pas un côté, c'est peut-être fort comme question, hein, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi un renouveau de Fabien Ruiz c'est clair qu'il performe. Qui peut s'élever comme. C'est clair qu'il perd. Il y a un moment où il était critiqué, mais c'était à juste titre, il était pas bon. Il était pas bon. Là, Enrique, je pense qu'il a un plan de jeu qui est cohérent avec les qualités de Fabien Ruiz aussi, donc tout se passe bien, c'est pour ça. Ouais, c'est un joueur de collectif, comme Charlie l'a dit, il a besoin de confiance, c'est le genre de joueurs qui ont besoin d'être chouchoutés, se sentir bien dans leur environnement pour performer. Et là, il a la confiance du coach. Même la saison dernière, en soi, il était catastrophique, et pourtant, Luis Enrique, il lui accordait quand même sa confiance et le faisait quand même jouer. On a vu qu'il pouvait avoir un très grand niveau à l'Euro. Au début de saison, on était assez déçus parce que on n'avait pas ce Fabien Ruiz là. Et puis depuis 4 mois, depuis que le collectif finalement du Paris Saint-Germain est de nouveau très bien huilé, et forcément ça coule quoi avec Fabien Ruiz, qui est un joueur, je pense, de collectif. C'est pas le joueur qui, quand l'équipe est mauvaise, viendra te sauver. Non. Mais quand l'équipe va bien, lui forcément il va bien, il peut même aller très bien, parce que le but que Loïc a mis en avant, moi je pense qu'il est capital, parce que si on se souvient bien, à ce moment-là, le PSG était vraiment pas bon. Non, mais par contre. Et c'est un but de classe en plus. Moi, sur la question de Baptiste, en vrai, les gars, je parlerai pas de renouveau. Les gars, renouveau, c'est quand même un mot super fort, je trouve. Renouveau, Fabien Ruiz. Et puis il n'était pas non plus tombé au plus bas niveau, quoi. Ouais, c'est ça, de 1, il n'est pas tombé au plus bas niveau. Non, mais. De 1, il n'a jamais été non plus. Enfin, il peut faire des matchs catastrophiques comme chaque joueur peut en faire. Mais en fait, c'est juste que là, c'est pas parce qu'il met son super but et qu'il fait une assez bonne double confrontation dans l'ensemble qu'on peut parler de renouveau. C'est bien. Ça fait plusieurs mois déjà, mais oui. Ouais, c'est pour ça que on peut pas, je trouve, parler de renouveau. On parlera de renouveau s'il parvient à s'imposer vraiment comme un cadre dans le vestiaire, sur le terrain. Bon, je pense qu'on peut clore le sujet PSG. On va on va aborder ensuite après la perspective d'Inter Milan. Du coup, on va revenir du coup sur le match. Quelques petites notes. Moi, j'avais une principale question déjà. Est-ce que pour vous, si vous avez tous les trois regardé le match, je vais pas pouvoir donner mon avis du coup. Est-ce que Barcelone n'a pas été piégé à son propre jeu durant le match? Son propre jeu. De quoi? Vas-y, explique-toi. Dans le sens que dans les stats, je vais vous donner les stats que j'avais, c'est 71% de possession de balle pour le Barça, 22 tirs, 70 duels gagnés. Est-ce que en voulant jouer avec le ballon, même si j'ai pas regardé le match, je peux pas. Non, mais j'ai compris ta question. Moi, je pense que c'est pas. Barcelone n'a pas été piégé pris à son propre jeu, comme tu veux l'entendre. Ouais. En fait, pour moi, c'est juste que l'Inter de Milan a été clinique offensivement. Ils ont été pragmatiques et ils ont su mettre au fond les grosses occasions qu'ils avaient. Et on voit un super arrêt de Sommer, on en parlera après, j'imagine, de Sommer. Oui, mais la contre-attaque du Barça, il y a quelques temps déjà, j'avais parlé de cette qualité qu'ils avaient offensivement à partir en contre à 3 devant et à passer toute une défense, parce qu'ils ont des capacités tactiques et techniques aussi. Et athlétiques hors normes. Moi je trouve que ce Barça est exceptionnel. On parlera sûrement des top et flop, et Lamine Yamal a été exceptionnel aussi face à un grand Sommer. Mais c'est vrai que
Barcelone a été moins réaliste que l'Inter de Milan. Je pense pas qu'ils aient été pris à leur propre jeu pour autant. Non, je pense pas pris à leur propre jeu. Je rejoins Charlie dans la mesure où, de toute façon, si c'est une équipe depuis maintenant des années où dans son identité, ils doivent avoir le ballon. Ouais. Donc, s'ils avaient fait autrement, ils auraient pas réussi. Ils n'ont pas été pris à leur propre jeu, notamment parce que, franchement, si on est objectif, et c'est là où l'Inter est très fort, ça aurait pu basculer à la faveur du Barça un nombre de fois incalculable. Et surtout, on se disait là, ça va être mort pour l'Inter, ils peuvent en mettre 2-3. Tu vois, on avait vraiment une sensation de domination. Mais l'Inter, d'un point de vue mental, et même il y a des fois où ils étaient sous l'eau pendant 30 minutes, réussir à gagner ce match, on en reviendra après. Mais pour moi, c'est ces qualités-là que j'ai vues, d'accepter de se faire dominer, d'être clinique, etc., qui peuvent m'inquiéter pour le Paris Saint-Germain. Exactement ces qualités-là. Et ensuite, le Barça, pris leur propre jeu, non, parce qu'ils se sont créés beaucoup d'occasions. C'était pas non plus une domination, une possession stérile, tu vois. Mais là, en face, il y avait un Sommer qui était vraiment en état de grâce. Et puis, il y a eu des petits manqués, des trucs un peu dingues. Et puis, en face, par contre, derrière, la rentrée de Araujo, ça les a tués, quoi, franchement. Ouais. Comme tu l'as dit, en 2 secondes, c'est l'identité du Barça, donc on peut pas dire qu'ils ont été pris à leur propre jeu parce que sinon ils en seraient pas arrivés là, c'est leur manière de jouer, c'est comme ça. Et effectivement, en fait, les moments où l'Inter a subi, en fait, on parle de qualité à résister, mais en fait, moi je parlerais d'expérience. Je parlerais d'expérience parce que ce soit Sommer, Acerbi, ça va ensemble, ouais. Acerbi, enfin, même on a moins de superstars, je trouve, à l'Inter de Milan. On a effectivement Lautaro, on a Barella, Sommer, mais en fait c'est moins des superstars. Non, on entendra c'est moins que Lewandowski, que Yamal, etc. Que Rafinha, c'est moins de Pedri, grands noms, mais en fait je pense que c'est un collectif qui a une expérience c'est une équipe énorme, italienne, c'est toujours compliqué à jouer. Et qui est capable de résister, comme on l'a vu, face à une des meilleures attaques d'Europe, je pense. Et puis c'est des joueurs, par exemple, je pense à Barella, après Malo promis, je te donne la parole. Je pense à Barella, c'est des joueurs qui ont joué aussi des finales, donc ils savent à quoi s'attendre. Par exemple, Barella a joué la finale de l'Euro, donc ils savent la pression. Ouais, même de Ligue des Champions. À mettre, ils savent la pression à mettre dans ces matchs à haute tension, et je pense que ça peut jouer. Du coup, Malo, je te laisse enfin la parole. Non, Charlie, il a un peu parlé du sujet que vous voulez aborder, et que j'avais déjà en plus abordé il y a quelques semaines quand on parlait de la course au titre à la Liga. Moi, je voyais pas le Barça s'imposer dans toutes les compétitions parce que pour moi, c'était une équipe qui manquait encore d'expérience de groupe, tout l'inverse de l'Inter par exemple, qui a un groupe qui est rodé depuis plusieurs années. Et quand tu vois le scénario des matchs, t'encaisses 2 buts très rapidement dans les 2 matchs, t'arrives à revenir parce que objectivement, que ce soit individuellement, et je vais même aller jusqu'à dire collectivement, le Barça est au-dessus de l'Inter, mais parce que mentalement, et puis c'est pas non plus des mauvais joueurs, l'Inter. L'Inter était à domicile. Ils arrivent à revenir, et puis aussi avec beaucoup de chance. Avec un peu de chance, avec un bon gardien. Et un bon support du public, ils étaient chez eux. Ça joue. Et contrairement au Barça, qui a un très mauvais gardien, la personne de Chesney, qui a fait une boulette incroyable au match aller sur une tête. Je crois que c'est Dumfries qui fait la tête au match aller, qui marque un but sur une sortie un peu hasardeuse de Chesney. Il faut qu'il arrête de fumer. Ouais, c'est ça, je pense. C'est ça, il confond un peu les trajectoires de balles, bref. Mais moi je pense que c'est l'expérience qui a primé. L'expérience parce que vous l'avez rappelé, il y a des joueurs, des anciens, et puis même ce collectif-là, il est bien rodé, il est bien huilé depuis plusieurs années. Donc pour moi c'est l'expérience qui a primé. Et un manque de réalisme. Parce que oui, tout à l'heure Loïc l'a rappelé, en soi, si Yamal il marque son but à la 92e, si ça finit pas sur le poteau et ça finit petit filet, on dit. Mais je trouve ça dommage en fait. Je trouve ça dommage que le FC Barcelone doive en arriver à se reposer sur le jeune de 17 ans. Non, mais même Rafinha, même Lewandowski qui rentre et tout. Lewandowski qui est catastrophique. Après, Yamal, moi je l'ai pas trouvé. Il a été bon, mais déjà il est pas décisif pendant 120 minutes. Et surtout, en tout cas, du moins sur les 55 premières minutes, Di Marco avait décidé de lui mettre taquet sur taquet. C'est ça aussi, il était à son dos, il faisait faute à chaque fois, mais intelligemment il se replaçait, il tapait la main, il a même pas pris jaune, je crois. Ouais. Et donc, après Carlos Augusto, ça a été plus dur. Mais Di Marco, sur les 55 premières minutes, il était là pour faire mal à Yamal et prendre sa revanche du match aller où il s'est fait complètement envoyer. Donc je trouve que, en tout cas, dans les 55 premières minutes, Yamal,
ok, on l'a vu, mais il était un peu plus cerné. Après, dès que tu lui offres de l'espace, notamment en prolongation, parce qu'il y a forcément des espaces qui s'ouvrent, c'est vrai qu'il est impressionnant. C'est vrai que j'ai T'as j'ai apprécié Di presque un Marco, petit peu. il était vraiment avec la Di Marco, hargne. ouais, t'as l'impression que le gars il est descendu des tribunes, c'est un supporter quoi. J'ai l'impression le mec il joue à fond, mais ils jouent à l'italienne quoi. Ils jouent à l'italienne, des petites fautes à la 55e, dans il le était dos de cramé. l'arbitre. C'est franchement un peu presque malsain, C'est mais un peu c'est dans le roublard. jeu. Voilà, c'est ça. Après, les gars, faut préciser aussi que à l'aller, Di Marco, il a eu du mal. Bah oui, Il a eu oui. beaucoup de mal Mais quand même au retour. Yamal passe sur son but. Il y a eu beaucoup de mal. Oui, voilà. Donc, Mais Yamal est passé pratiquement tout le temps. ah ouais, mais Yamal, moi, je c'est suis pas un monstrueux. grand fan de jeu. Franchement, je suis pas particulièrement fan de ce joueur, mais franchement, en fait, moi, il m'a juste impressionné. Il y a peu d'autres choses à faire que de s'agenouiller devant son talent. je Ouais, pense. non, c'est vrai. il est vraiment C'est ça. fort. Les gars, du coup, on va évoquer aussi du coup les tops et flops aussi de ce match. Bon, je pense qu'il y a un joueur qui s'élève, on l'a rappelé plusieurs fois, c'est Yann Sommer, qui selon les expériences statistiques, ça je l'ai vu, il a évité 1,44 d'XG lors de la demi-finale retour. Donc c'est énorme, pas mal, c'est c'est énorme. énorme. Moi, bah, Yann Sommer. forcément, Yann Sommer, ouais. dans les tops, forcément, bah déjà, Pedri était très très bon, mais dans les tops, Ouais. forcément, et Dieu sait que je suis pas un grand fan de joueur, mais si on parle pas du match de Marcus Thuram, c'est être malhonnête, parce que franchement, il était très très bon. Devant, il portait un peu l'attaque. Quand Lautaro est sorti, on s'est dit, wow, Thuram, Taremi, c'est compliqué, mais Thuram, il obtenait toujours des bonnes fautes. Il va jamais te faire des trucs de dingue, tu vois. Mais il obtenait des bonnes fautes, il fait un superbe travail là sur le but de Fratesi à la fin, où il s'appuie sur Taremi, il passe. Bon. Franchement, il a fait un très gros match. Donc il y a lui, et après il y a Cherby qui était trop costaud derrière et qui se retrouve à la 94e minute, je sais pas pourquoi, au point de penalty, à mettre le premier but de son histoire en Coupe d'Europe. À 37 ans, un truc comme ça, comme enfin, ça. bref. 37 ans. Dingue, donc bon, faut ressortir bien sûr Sommer à Serbie, et puis après. Je trouve ça compliqué de mettre des top flops, Ouais. des tops en fait, Surtout que tout du le- côté en fait- de l'Inter, c'est un collectif. Mais même des deux côtés, en fait, je trouve Sommer, qu'il n'y a pas Ah oui, non mais bien sûr, mais j'ai envie de dire à part Sommer et pourquoi pas la mention honorable à Cherby parce qu'effectivement il marque, il a 37 ans, c'est son premier, c'est une histoire Retour qui de s'écrit. cancer, mais oui. Retour de Mais cancer. en fait on parle de top flop sur le match et en fait à Ouais. part Sommer qui Mais- en fait comme t'as dit 1,44 buts attendus, il les sort donc il a forcément sa place dans le top. Ouais. Mais même Sinon, décréter des flops sur une confrontation aller-retour où il y a eu un tel niveau de jeu affiché par les deux équipes, moi j'y arriverais pas. Hein. Avec un nombre de Franchement, buts exceptionnel. les deux équipes étaient à un niveau exceptionnel. Ouais, moi, le Barça, quand même, parfois, défensivement, je les trouve assez friables. Et Chesney encore. Hein. Moi, tu mets Sommer côté Barça, ils encaissent 3 buts en moins, je pense. Hein. T'aurais voulu Honnêtement. voir Ter Stegen à sa place? Non. Peut-être pas Ter Stegen non plus, parce que je le trouve pas non plus exceptionnel depuis plusieurs saisons. Mais tu mets un très bon gardien, tu mets un Donnarumma, tu mets un Chesney, tu mais Chesney. Ouais, il était pas un bon, Chesney, il était excusez-moi. un Sommer, pardonnez-moi. Tu le mets côté Barça, je pense pas que ça se termine de la même façon. Donc, de toute façon, des deux côtés, là, dans les deux demi-finales de Ligue des Champions, les gardiens ont joué un rôle extrêmement important. Je vous propose maintenant du coup qu'on se projette vers la finale parce que c'est ce qui est le plus important maintenant. Est-ce que c'est encore une question forte. Est-ce que vous pensez que l'Inter, mais vu ce que vous avez dit, je pense que vous allez tous répondre non. Est-ce que l'Inter est un adversaire et le concurrent idéal pour le PSG en finale? Il n'y a pas d'idéal. Il n'y a aucun Non, idéal. mais oui, en fait, bien sûr, c'est une question forte. Ça vous faire Peu réagir importe qui aussi. ça aurait été, quand tu t'arrives en finale de Ligue des Champions, tu peux pas être un adversaire idéal. Ouais. Je disais dans le sens idéal par rapport au Barça. Voilà, Par rapport au Barça. C'était dans ce sens-là. C'était plus Ouais. dans ce sens-là. C'est vrai que moi, si je suis parisien, je pense que je préfère tomber sur l'Inter que sur le Barça. Mais ça reste une question ultra compliquée. je suis parce même que pas l'Inter, sûr, c'est un je peu suis même pas Barça, sûr. Parce que le Barça, c'est un style. Je sais pas, moi je suis par exemple, moi je suis parisien et puis je sais pas. Honnêtement, je sais pas parce que les deux côtés en fait. Non, du côté Ouais, du ouais, Barça non, en fait, logique, t'as c'est Lamine ce qu'on Yamal, t'as des Pedri, t'as un collectif aussi qui est bien rodé, mais de l'autre côté t'as l'Inter qui est capable de poser un bus digne de l'Atlético Madrid 2016 devant sa défense. Donc moi je suis supporter du Paris Saint-Germain, je sais que Luis Enrique parfois a eu du mal, même avec la sélection espagnole, on se rappelle du Maroc, à la Coupe du Monde face au bus. Ouais, ils avaient fait plus de Donc 1000 passes, voilà, moi j'ai peur de la surprise. J'ai peur de la surprise parce que pour moi, même que ce soit collectivement ou individuellement, peut-être pas collectivement, mais en tout cas individuellement, le PSG est plus fort et puis
sur la dynamique de 2025, montre de meilleures choses que l'Inter. Si vous voulez, je peux vous donner un petit élément de réponse, même si je pense que ça ne changera pas non plus trop la chose et votre raisonnement. Sur les 14 matchs joués en LDC, l'Inter, c'est 10 victoires, 3 nuls et seulement une défaite. Donc, phase de poule et phase de direct, tout confondu. Ils ont perdu quand ? Ouais, mais j'ai pas la défaite, mais... comme tu l'as dit, je pense pas qu'en fait on puisse trop parler de ça, parce qu'on a vu à quel point la face du PSG a changé. Ouais. C'est plus le même PSG que celui Ce qui compte, c'est la dynamique. C'est plus le même PSG que celui qui perdait contre l'Atlético et tout ça. Ouais, c'est pour ça que c'est compliqué. Franchement, c'est un match super difficile à pronostiquer, à entrevoir. Parce que c'est une finale, t'as raison. Je crois que le PSG est considéré favori par les cotes. Oui, bien sûr. 2-10 pour le PSG et 3-10 pour l'Inter. Trop des cotes. 2,35 Paris Saint-Germain. Ah ouais, ça a augmenté depuis mercredi. On voit les trop des cotes. Depuis mercredi soir, Rima Sena. Bon les gars, je propose, on clôture avec ce sifflet. Je vais devoir le faire en plus. On clôture avec ce sifflet le chapitre LDC. Clôture, putain. Voilà. Comme ça, t'as détruit les oreilles des auditeurs. Oui, mais c'est pas grave. On va passer au trophée UNFP. Bon, je vais résumer globalement ce qui s'est passé, surtout pour la Ligue 2. Désolé Loïc, mais je pense que voilà. Donc Eli Junior Croupier a été élu meilleur joueur de Ligue 2, Olivier Pantaloni meilleur entraîneur de Ligue 2, Yvon Mvogo meilleur gardien de Ligue 2. Ça a été vraiment la razzia de Lorient. Du côté du meilleur but de Ligue 1, je vais passer vite, c'est Amine Gouiri qui a remporté le trophée du plus beau but de la saison. Je pense qu'on va pas débattre non plus ici. Luis Enrique a été élu meilleur entraîneur de la saison. Ça peut se débattre. Ligue 1. Ça peut se débattre. Ça dépendra ce que fera Strasbourg à la fin de saison aussi, peut-être, je trouve. Ouais, mais surtout, dans tous les cas, c'est tout le temps saison. C'est tout le temps l'entraîneur qui prend le titre. Voilà. Désiré Doué, pareil, meilleur jeune. Je pense que là non plus, il n'y a pas trop de débat. Si, il pourrait. Joao Neves, il pourrait, mais. Joao Neves, ouais. Oh, les gars. Bon. Pour moi, Joao Neves, il mérite plus. Par exemple. En fait, fort, en Ligue 1, je trouve que en Ligue 1, je suis peut-être d'accord avec toi, Malo. En Ligue 1, mais même en Ligue des fait Champions, des choses exceptionnelles. Il a fait beaucoup, une super deuxième partie de saison et on l'a pas trop vu en première partie. Non. Il est moins titulaire que Joao Neves. Oui, c'est ça. Mais Joao Neves, il est titulaire depuis Day C'est One. un français, c'est un style plus impressionnant. C'est ça. Voilà, c'est ça. Je pense dégage que c'est plus, dans on voit plus. Ah bah, de toute façon, on va pas découvrir en chouchou, 2025 que les joueurs offensifs sont toujours plus oui, bien sûr. récompensés Dans toutes les récompenses individuelles. dans les récompenses individuelles que les joueurs du milieu de terrain et encore pire en défense. Moi, je voulais m'attarder sur quelque chose d'autre. Désolé, Charlie, je pense qu'il faut revenir sur le fait. C'est Lucas Chevalier qui a été élu meilleur gardien de Ligue 2. Ça a fait beaucoup débat parce que on a Ligue 2. Ligue 1, pardon. On a aussi deux gardiens qui pouvaient aussi le gagner, deux autres gardiens, Geronimo Rulli de Marseille et Donnarumma. Si je vous donne des petits stats, les gars, pour débattre, Lucas Chevalier, c'est 13 clean sheets, 52 buts encaissés, 47 matchs joués. Geronimo Rulli, c'est 33 matchs joués, 5 clean sheets et 45 buts encaissés. 91% d'arrêt aussi pour Geronimo Rulli. Du coup, là, statistiquement, Lucas Chevalier est un Rulli. Oui. Et après, on sait que la défense de Marseille, c'est son problème. Je continue. Donnarumma, c'est 23 matchs joués, 5 clean sheets et 24 buts encaissés. Enfin, tu dis la défense. Je parle qu'en Ligue 1, c'est qu'en Ligue 1. La défense de l'OM, c'est son problème. Quand tu vois que nous, on finit par se retrouver à jouer avec Ismaili, le frérot qui a 54 ans, et Mandy, et puis Thomas Meunier. Oui, mais tout le long de la saison, ça a été le problème de Marseille, alors qu'à Lille, t'avais Alexandro Diakité qui tenait la baraque. C'est ça. Et puis. C'est ça que je te dis. Mais là, d'un point de vue statistique, en tout cas, de ce que t'as dit, il fait le plus de clean sheet, il prend un certain nombre de buts, mais un nombre de matchs qui est affolant, parce qu'on sait que le calendrier de Lille a été très très chargé. Après, moi je pense que c'est un peu une récompense globale. C'est un Français, encore une fois. Ils veulent pas mettre que des Parisiens. Rulli, pour moi, aurait pu le mériter, mais voilà, il fait des. Je suis pas d'accord. Il est dans la discussion, Rulli. Et puis Chevalier, il a été bon en Ligue des Champions. Il a plus marqué les esprits, je pense que. Rulli, il est dans la discussion, mais est-ce qu'il mérite plus? Même statistiquement, il mérite pas plus que Chevalier. Moi, si je donnais les trophées UNFP. Forcément, si on est tous honnêtes, on mettrait Donnarumma. Mais en fait, comme tu l'as dit, Loïc, pour moi, il y a déjà 9 joueurs sur 11 qui sont, en dehors de Ryan Cherki, du coup, Lucas Chevalier, 9 joueurs sur 11 sont des Parisiens
qui sont récompensés par ce trophée. Et en fait, je pense que c'est aussi parce que Lucas Chevalier, comme on a dit tout à l'heure avec Doué, il est français, il a brillé un peu en Ligue des Champions, alors que c'est censé être que sur la Ligue 1 qu'on rend ça. Ça a marqué les esprits. Ça a marqué les esprits, et c'est pour ça, voilà, Chevalier, c'est la fierté du Nord. Pour moi, ce qu'il faudrait voir pour ces récompenses, notamment pour les gardiens, c'est pas forcément des statistiques pures comme nombre de buts encaissés ou les XG ou après, ça c'est une statistique qu'on va pas voir, mais c'est le nombre de points que ton gardien te fait gagner. Ouais, voilà. Parce que pour moi, c'est ça. Il en a fait gagner à Lille cette année quand même. Oui. Ouais, et Roulier aussi, du coup. Énormément. Moi, c'est dans ce sens-là. Énormément. Il sauvait des matchs, il tenait la baraque, il gagnait du temps. Même le premier match de la saison, je m'en souviens, c'était contre Angers à domicile. Enfin, le premier match à domicile, c'était contre Angers. On gagne 2-1 avec un but de Mohamed Bayo exceptionnel. Et c'est Chevalier qui nous sauve le match. On a été catastrophique. Moi, les gars, si je reprends l'argument de Malo, je donne le trophée à Roulier, mais de loin. Vas-y. Et pourquoi je vais vous dire pourquoi. Chevalier, je suis complètement d'accord, Charlie. Début de saison, c'est monstrueux. Pour moi, ça vaut 40 fois. Mais oui, mais même pas que dans le fait. Ça vaut 40 fois le début de saison de Chevalier, ça vaut 40 fois le trophée de meilleur gardien. Sur la seconde partie, je suis moins d'accord. Voilà. C'est pas parce que Roulier a fait un match en donnant un but à Lille. Bah, c'est important. Il est avec des chèvres. C'est ce que Malo disait, ça fait perdre des points. Il est qu'avec des chèvres. Voilà, mais oui, mais gros, je trouve c'est pas parce qu'ils font sur les 5 derniers matchs. Je trouve pas que Balerdi, Murillo et Kondogbia soient extrêmement inférieurs à Mandy, Meunier et Ismaili. Après, c'est pas qu'une question non plus d'individualité, c'est aussi comment défensivement. Dans le collectif, quand il y avait des Bérésina de Marseille, t'avais que Roulier pour sauver le match. Et il n'y a personne d'autre qui sauve le match. Ta statistique Rabiot ou Balerdi, ils n'ont pas sauvé le match du tout. Ta statistique de 91% d'arrêt, elle est révélatrice quand même. Vas-y Charlie. Moi je pense que ce qu'il faut prendre en compte, alors certes c'est des gardiens donc on peut pas parler de matchs qu'ils ont dans les pattes, mais en fait là... Si, d'un point de vue mental déjà. D'un point de vue mental, c'est là où j'allais en venir. Chevalier, nous on subit une sale élimination en Ligue des Champions qui nous fait mal. Il encaisse un penalty. Je pense qu'en fait il y a plein de choses. Moi on en a parlé il y a peu de temps. On disait que Chevalier, quand il y avait les rumeurs de Chevalier au PSG, j'aimerais bien qu'on fasse un petit débat parallèle après avec Donnarumma. Il était moins dedans. Et il était moins dedans. Et je pense qu'en fait il y a un aspect mental à prendre en compte et un aspect mental qui est dû au nombre de matchs joués. Ouais, carrément. Bon, moi je pense qu'on a fini. Et moi j'aurais donc lancé un débat parallèle sur ça. Vas-y Charlie. Débat parallèle. Est-ce qu'on peut faire un débat parallèle? On parlait, on a pas mal entendu des rumeurs sur Chevalier au PSG. Non, je me trompe. Comment? Ouais, mais c'est moins maintenant. Moins maintenant. De quoi? Moi maintenant, on avait entendu des rumeurs. Ah oui, ouais, bien sûr. Bah, encore il y a 2 jours, là, son interview, enfin, je suis supporter du LOSC, moi, elle me rend dingue. Oui, bon, on a arrêté de... De toute façon, on va tous les perdre. On va tous les perdre, frérot. Mais est-ce que, en tant que recruteur pour le Paris Saint-Germain, vous prendriez un Chevalier? Non. Bah après je vois le sourire de ma London, mais ça, en fait je peux comprendre qu'on se puisse le poser la question. Oui, bien sûr. Mais la dernière fois qu'il y a eu 2 gardiens au PSG, c'était avec Navas, c'était quand même très compliqué. Catastrophique, en fait, avoir 2 gardiens de très haut niveau, c'est pas comme dans les autres postes. La concurrence à ce poste-là, elle marche pas aussi bien que partout. Et pour Chevalier, je sais pas si j'irais. Est-ce que, enfin, Chevalier a un meilleur jeu au pied que Donnarumma, il est peut-être moins bon sur sa ligne. Voilà, Donnarumma n'a jamais été aussi bon que maintenant. Et là, tu vas lui dire, on vient de recruter un nouveau jeune gardien français, t'es peut-être remis en question. Comment le faire redevenir mauvais? T'achètes Chevalier, c'est pour revendre Donnarumma, c'est pour faire quoi? Moi, je comprends. Donnarumma, c'est simple. De toute façon, je pense que c'est le meilleur gardien actuellement du monde, je parlerai, sur sa ligne. Maintenant, il a beaucoup de lacunes sur les sorties et son jeu au pied. Et même si ça le jeu au pied du gardien, ça commence à être de plus en plus important. Surtout avec Enrique. On voit avec en première ligue, il me semble que c'est Ederson qui a fait peut-être plus de passes D, il me semble, que un de ses milieux de terrain. Que Foden, je crois. Effectivement, voilà, Foden. Donc le jeu au pied, il commence à être très important. Ouais, non, après, je pense pour moi, pour Donnarumma, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que, après ça, on n'est pas devin, donc on le saura pas, mais est-ce que sa carrière, elle démarre enfin en club? C'est-à-dire que ça a toujours été un prospect,
Et là, il a. Non. À Milan, il a été taulier du club, il leur a rapporté le Scudetto. Mais il avait 16 ans, donc c'était encore un prospect, c'était encore un jeune joueur. Attends, elle a démarré, mais à 16 ans avec Milan. Ouais, détends-toi, mais à 16 ans, c'est encore un. À 16 ans, c'est encore un. Non, mais à 16 ans, c'est encore un jeune prospect, c'est encore un jeune joueur en devenir à 16 ans. À 16 ans, c'est pas un joueur tout fait à 16 ans. Mais alors, sa carrière en club, moi, ce que je suis en train de dire, c'est qu'elle a commencé. Non, mais est-ce qu'elle a vraiment commencé? Parce qu'en fait, Donnarumma en club, pour moi, il n'a jamais vraiment répondu aux attentes. Non. Mais t'es dur. Je te jure que t'es dur. Mais jusqu'à cette saison-là, Donnarumma en club, c'est que des échecs. Et c'est que des déceptions. Parce que pour toi, en club, c'est égal PSG. Pas forcément, mais même à Milan, regarde comment il s'est barré de Milan. Regarde comment il s'est barré de Milan. Les supporters de Milan, ils le détestent maintenant. Et c'est pas que par rapport à son comportement. C'est parce qu'aussi il a pas terminé ce qu'il devait faire à Milan. C'est parce que oui, il est même à Milan, il a pas exercé exercer son plein potentiel là-bas. Le Londres, il a quel âge Il est dans 98. D'accord. Donc il a 26. 26. Donc 27 ans. Il n'avait pas 16 ans quand il jouait encore au Milan. Si, il a commencé à 16 ans à Milan. Mais il a quitté il y a 3-4 ans, oui, je sais. Les gars, si je peux donner un dernier élément, pour moi, le facteur qui va faire si Chevalier ou pas va être recruté, c'est la Ligue des Champions. Si Donnarumma il fait un match de ouf en finale et Paris remporte la Ligue des Champions, tu vas pas me dire qu'ils vont se pencher sur le Chevalier. Pour moi, tout si tu ne te penches pas sur ce cas-là, si ton gardien a fait une campagne de phase directe de Ligue des Champions, la meilleure de tous les gardiens, je trouve que en phase finale de Ligue des Champions, je trouve que Donnarumma est encore assez jeune pour aller recruter un Chevalier, quoi. Trop jeune. Donc pour moi, tout dépendra des clubs qui vont venir se positionner sur Chevalier. S'il voit qu'il y a une faille où il va pouvoir jouer plus et à plus haut niveau, et il ira pas fort. Enfin, je suis pas sûr qu'il soit. Pour vous, Chevalier part cet été. Omnibula pour le PSG. Quoi? Bah oui, là, il partira, mais c'est plus aucun doute là, je pense. Il partira au PSG. Là, je pense que ça fait plus aucun doute. Au vu de son interview là. Pour moi, s'il y a une grosse offre, oui. T'imagines pas le nombre de joueurs que Lille va perdre. Non, je pense que t'es dur. Je pense que t'es dur parce que vu notre club, c'est la J'ai envie de dire Cabella, David, Chevalier. C'est les piliers, frérot. Enfin, Cabella, si tu veux, c'est pas un pilier, mais. David Chevalier, ça fait. David Chevalier, c'est énorme. On va perdre Zegrova parce que le frérot ne veut plus jouer depuis 15 ans. Ouais, et moi, j'ai envie de dire, ce que je remercie un petit peu par la force du destin, c'est la blessure de Thiago Santos. Parce que Thiago Santos, il s'était fait les croiser, il était intéressé, enfin le Barça était intéressé par Thiago Santos, il était courtisé de fou, et il s'est fait les croiser, donc il a hâte de retrouver le jeu. Moi je suis très content, ça veut dire qu'il va sûrement rester. Thiago Santos, en plus. Et Thiago Santos, merci, ça veut dire qu'on va pouvoir faire partir monsieur Thomas Meunier, ou alors il restera en doublure, ou en triplure, avec Ismaïl, ça rien. Bon, je pense que c'est un débat parallèle, les gars. Je pense que je finis juste un dernier mot UNFP pour dire Ousmane Dembélé, ce qui est logique, je pense. Dans cette pièce, on va tous être d'accord, qui a été élu meilleur joueur de Ligue 1 cette saison. Moi, je voulais revenir sur un petit scandale. Doué petit scandale pendant l'équipe type avec Ryan Cherki. La déclaration de Ryan Cherki. Donc, il était nommé dans l'équipe type de la saison dévoilée dimanche lors de la conférence des trophées UNFP. C'est la médiatisation. Et il a répondu sur l'estrade à la question suivante concernant le PSG. Donc je pense aussi que c'était fait exprès. Est-ce que tu te sentirais bien dans le vestiaire avec ces garçons-là, donc en pointant bien sûr les hommes du PSG. Et le Lyonnais s'est montré franc. Ah oui, je les connais tous. Ousmane Dembélé, c'est un bon ami à moi. Bradley aussi. Forcément, quand on a des bonnes affinités sur le terrain, ça se ressent aussi en dehors. Après, j'ai envie de te dire, qu'est-ce que tu lui poses cette question? En plus, si c'est ces gars, comme il le dit, il va pas dire je les aime pas, Barcola je l'aime pas, Dembélé il en fait qu'à sa gueule. Moi, c'est pas du tout sur ça que je voulais plutôt revenir, c'est plutôt sur la fin où il a été relancé sur la passe, enfin sur une passe décisive de la direction sportive parisienne, et il a il a lâché en souriant, je ne sais pas de quoi il fait l'avenir en gros. Mais oui, normal. Mais il va pas. Donc la question. C'est est-ce que vous pensez que là, Ryan Cherki, le départ, je pense qu'on sait que Ryan Cherki va partir, c'est pas une surprise pour tout le monde, même vu la déclaration, mais est-ce que c'est pas un signe d'un aveu de faiblesse aussi maintenant de l'Olympique Lyonnais, et qui peut aussi amener à la compréhension, c'est la DNCG, c'est fini, on est en Ligue 2. L'Olympique Lyonnais, ils sont faibles, voilà, c'est pas un aveu, on le sait, ils sont faibles d'un point de vue financier, et c'est sûrement pour ça que Cherki va devoir partir. Après, est-ce que moi ces déclarations-là, je trouve, c'est un peu c'est pour faire parler. C'est un peu du people limite. Du coup de com, bien sûr. Il a rien dit de fou. Il est peut-être pas très bon en com. Il va pas dire non, le PSG jamais, parce que s'il se retrouve au PSG, tout le monde va lui ressortir. Enfin, tu vois, tu veux qu'il dise quoi? Il va.
Pour moi, il a très bien raison de parler des faits, s'il s'entend bien et qu'il le dit, et puis il dit je sais pas de quoi il fait l'avenir. Mais en fait, ça c'est juste la médiatisation. Moi j'ai vu ça sur Instagram, j'ai vu la vidéo, j'ai un truc choquant. Je trouvais ça catastrophique. C'est sorti sur tous les médias. Bah oui. Malo, non, franchement, Charlie, en préambule, il a tout bien résumé. Hein. On s'en fout. Enfin, il va pas dire qu'il s'entend pas. On va pas dire qu'il s'entend pas bien avec Barcola et Dembélé juste pour faire plaisir aux médias, si c'est vraiment le cas. Enfin, bref, on s'en fout de ça, mais ouais, par contre, ce qui est plus intéressant, c'est l'avenir de Cherki. Et moi, je pense honnêtement qu'il va partir, parce que Lyon, ils ont besoin d'argent, et le problème, c'est qu'il va sûrement être bradé, quoi. Moi, ça m'étonnerait pas qu'il parte en Bundes pour 30 millions d'euros. Alors qu'au vu de la saison qu'il a fait, si Doué, Barcola, c'est parti pour 50, Cherki, c'est 60, quoi. Quand tu vois que Luis Enrique, il part pour 30 millions à l'Inter, j'espère que Cherki va partir pour bien plus. Mais sauf que là, vu qu'ils sont en... Surtout que la première ligue lâche des plus gros billets que la Série A. Non, mais Marseille, c'est des voleurs, c'est pas possible. C'est très fort. Murillo, il va partir à United pour 15 millions, là, je crois. Oh, félicitations. Alors qu'ils c'est fort. Alors qu'ils l'ont acheté, il me semble, 4 millions, aux alentours de 4 millions. Il est catastrophique. Marseille, et justement, je voulais en parler. Benassia, il a le nez creux, de toute façon, ça c'est sûr. Mais moi, je voulais en parler parce que ils ont réussi un bon coup en battant le Havre 3-1. On va y revenir de toute façon de cette course à l'Europe. Non, je vais juste finir dernier fait sur l'OL. Parce que là maintenant, il y a vraiment un enjeu qui joue, les gars. Bon, du coup, je vais siffler vu qu'on passe chapitre Ligue 1 championnat. Dernier chapitre OL. Pour moi, c'est aussi. Est-ce qu'il n'y a pas une opportunité du coup pour à saisir pour. C'est malheureux à dire, mais est-ce qu'il n'y a pas une opportunité à saisir pour Brest ou Lens ? Pour aller chercher. Non, mais c'est dans les faits, c'est vrai. C'est deux clubs que j'ai pas envie de voir en Coupe d'Europe parce que ce serait objectivement pas mérité par rapport à l'Olympique. Oui, bien sûr, qui nous a en plus procuré des émotions cette année. C'est des sujets, ça revient tout le temps. On dit est-ce qu'ils vont machin et tout. Au final, ça n'arrive jamais. T'as qu'à voir la Juve qui avait des retraits de points, machin. Au final, ils ont retrouvé leurs points. Enfin, c'est toujours des sujets où on fait des hypothèses et les clubs arrivent toujours à s'en sortir parce qu'ils ont des meilleurs avocats, parce qu'ils font ils activent des trucs financiers. Ça magouille en interne. Ça magouille. Donc vous pensez qu'il y aura pas du tout de rétrogradation et rien de ça? J'espère pas. Et après, on peut pas le savoir. Je connais pas exactement les finances. C'est des sujets qui sont très. Mais il reste 50 millions. Franchement, moi, ça va être annoncé. Il reste 50 millions. Est-ce que si on en croit Cherki, c'est fini. Si on croit. Textor est très serein. Il a fait une déclaration après Monaco. Il a dit que ça, pour lui, après, il va pas dire on va couler. Ah, mais si on en croit les médias et puis les journalistes sportifs. Oui, il y a un vrai trou dans la caisse. Hein. Oui. Il y a un vrai trou dans la caisse. C'est juste que moi, j'aimerais pas qu'il y ait Brest ou Lens. Et je dis pas ça parce que c'est Brest ou parce que c'est Lens. Ça aurait été. Oui, bien sûr, c'est complètement logique. Ça aurait été Toulouse, Angers ou Guingamp que j'aurais réagi pareil. C'est juste que pour moi, c'est une question de mérite. Et en fait, Lyon, économiquement parlant, ne pourra qu'aller mieux s'ils sont qualifiés dans une Coupe d'Europe. On sait que c'est les retombées financières. Et puis au pire quoi, il y a un trou de 50 millions, ils vont perdre des joueurs, ils vont faire 2-3 saisons derrière pour essayer de se reconstruire un effectif, pour essayer de se recréer une base solide, parce que c'est vrai que John Textor, on l'a dit, que ce soit sur un plan comptable ou à virer Pierre Sage... Enfin, John Textor a été catastrophique avec Lyon, je trouve, hein. Mais au pire quoi, ils vont perdre leurs joueurs. Oui, bien sûr. Ils vont pas descendre, ils vont les vendre et ils vont refaire des saisons bonnes pour essayer de. Et moi, pareil, en tant que supporter lensois, je suis complètement d'accord avec toi. Si on va là en Coupe d'Europe, c'est pas du tout mérité. Et j'aurais pas la même saveur que si. Ça n'a pas la même saveur du tout que si tu vas la chercher. Voilà. Non mais c'est vrai, coefficient UEFA ni pour la France. Et j'espère que l'OM ils vont faire une bonne campagne européenne l'année prochaine. Bah du coup maintenant on va y revenir. Là maintenant on peut y aller. Course à la LDC et du coup on va commencer par Marseille. Tu voulais y revenir. Marseille qui a officiellement pris son billet pour la Ligue des Champions. Maintenant la Ligue des Champions l'année prochaine, c'est une bonne nouvelle pour Marseille. Ils ont validé leurs objectifs de début de saison. Maintenant, est-ce qu'ils vont réussir à garder leur deuxième place, parce qu'on sait que c'est l'objectif, et puis c'est censé être un peu l'ADN du club de visiter de deuxième place, selon Jean-Pierre Papin quoi. L'objectif c'est d'être premier derrière le Paris Saint-Germain. Moi je rejoins Charlie. J'aimerais ressortir les CBLM quand ça allait moins bien là. Ils venaient de perdre 3-0 contre Auxerre.
Et j'étais le seul à dire que le PSG allait se qualifier l'OM en Ligue des Champions. Ah non, moi je disais qu'il allait finir deuxième aussi. Ah ouais? Ouais, Bon, avec Malo. Non, mais j'abuse. Mais en soi, même Charlie et Baptiste avaient peut-être vu juste aussi. Mais en soi, je trouve que sur l'ensemble de la saison, c'est mérité. Est-ce qu'ils vont finir deuxième? Ils affrontent qui déjà au dernier match? Je me souviens plus. J'ai pas. Rennes, ouais, c'est ça. Rennes qui est une équipe qui a plus d'enjeux et qui fait des matchs soit très très bons, soit très mauvais. Attention. Attention, faut temporiser quand même parce que. Non, mais Loïc, du frein. T'es juré, Les jurés, t'es dans l'abus. t'es dans l'abus, mais attention, il y a Arnaud Kalimundo. Et ils ont envie de venir titiller. Ils ont envie de venir titiller l'OM. C'est toujours des matchs qui ont été assez relevés et tendus entre les deux équipes, je pense. Donc voilà. Mais en tout cas, on sait déjà qui est en Ligue des Champions l'année prochaine. C'est l'OM et Monaco. Je trouve que ça peut être assez logique. Et puis l'OM, je suis quand même content pour ce club. Parce qu'en fait, pour cet été, ça va leur aider à se recruter. Ils vont peut-être continuer à passer dans une dimension. Ouais, en plus, il y a des gros noms. On entend des gros noms là en ce moment. Après, il y a des choses qui sont à prendre. Des belles ventes comme Luis Enrique à 30 millions, tu peux te permettre de sortir le chèque. Ouais, et puis il n'y a pas tout qui est forcément réel, quoi. Mais on en parle. J'ai vu ce matin là, Martinelli, par exemple, apparemment, Marseille serait dessus. Enfin, voilà, il y a des choses comme ça. J'ai l'impression que c'est une carrière. Ah, mais c'est pour ça que je vous dis, c'est qu'il y a des choses à prendre et à laisser. Mais ce que je veux dire, c'est que du coup, ça permet à Marseille de rêver de grands noms, de grands joueurs, pour se recréer peut-être, pourquoi pas, une belle équipe. On parlait de coefficient UEFA et moi je disais que j'espérais ne serait-ce que pour la France qui ferait une campagne européenne correcte, mais en fait je pense que tout va se jouer sur le mercato. Parce que faut pas qu'ils perdent leurs joueurs, et puis on connaît Longoria qui a toujours géré ses entraîneurs. J'espère qu'ils gardent des Herbis. Ils veulent garder. Des Herbis, il a la tête sur les épaules, c'est lui qui emmène ce club. Je crois pas que ce soit sûr, j'ai vu un truc. Mais c'est pas sûr justement, et c'est pour ça que j'en parle. Des Herbis, l'OM c'était pas. Mais moi j'ai un peu l'impression qu'il cette année, il a fait quoi? Il a fait 8 mois, enfin au bout de 8 mois à Marseille, il commençait déjà un peu à péter un câble. Oui, voilà, c'est ça. Je me rappelle d'une conférence de presse en milieu de saison où il se demandait si c'était peut-être pas lui le problème. Il a besoin de se barrer en Italie toutes les 3 semaines. Là, avec le stage qu'il y a eu à Rome, ça montre qu'ils sont fait un peu peur. Les Marseillais, dont De Zerbi. Je sais pas s'il peut tenir mentalement. On sait très bien que c'est un tacticien hors pair, ça, il n'y a pas de débat. Mais est-ce que mentalement et dans le management, il est aussi bon? Je sais pas. Je pense que là, cette deuxième place, ça va leur faire du bien. C'est un groupe qui va être soudé. Ils ont eu beaucoup moins de matchs à jouer, à l'inverse de Lille, qu'on a eu beaucoup plus dans les pattes. Et heureusement, quand tu vois l'effectif et qui se retrouve à mettre en défense, ça aurait été catastrophique. Et De Zerbi, il a dit c'est un miracle. C'est un miracle qu'on finisse deuxième. T'as vu, il parle. Abuse. Ah bah clairement. Ça montre qu'il a perdu un peu les pédales quand même. Ils ont été le deuxième tout de la saison. C'est ça. Mais je pense que voilà, il a la tête sur les épaules, c'est un bon meneur d'hommes. Je pense que l'important, ça va être de savoir garder ses joueurs, des Greenwood, des Rouli, des Rabiot. Rabiot, dans tous les cas, je pense qu'il devrait rester. On a compris un peu son acharnement, son envie de jouer la Ligue des Champions avec l'OM, donc j'espère qu'il restera. Et c'est d'acheter des doublures. Pour moi, il faut acheter en défense. Moi, j'ai entendu Medina, ils veulent faire associer Medina, Balerdi, ils veulent associer. Medina, ça serait une très très belle nouvelle. Très beau nom, ouais. Je pense qu'il faut vraiment. Medina, je pense qu'il a le tempérament, le caractère pour jouer à Marseille. Clairement. Après, Medina, c'est surtout dans une défense à 3. Avoir dans une défense à 2. Je le détesterais. Avoir dans une défense à 2. Mais Medina, pour moi, ça serait une très bonne pioche. Non, je pense qu'il faut acheter des doublures. Parce que il y avait Aymeric Laporte qui était. Oui, j'ai vu aussi. Aymeric Laporte aussi, ce serait une très bonne recrue. Si Aymeric Laporte a réussi à. Mais de ce qu'on voit avec l'Espagne, il est toujours bon. Ouais. A réussi à garder un niveau européen Ligue des Champions. Tu arrives à avoir Aymeric Laporte. Après, il est gaucher. Balerdi aussi. Droitier, Balerdi. Balerdi, ce serait. Ce serait nickel. Après, Balerdi sur le départ. Bon, bref, mais Laporte, ce serait une bonne recrue quand même. Si Loïc veut bien me laisser finir. Il faut vraiment acheter des doublures du côté de l'OM parce que là il joue pas beaucoup de matchs, ça va, c'est un effectif qui parvient à tenir le rythme, mais quand tu vois, je prends forcément l'exemple de Lille parce que c'est ceux qui ont joué le plus de matchs je crois là pratiquement avec le PSG, ça casse, ça pète, donc va falloir qu'ils aient des bonnes doublures. Ouais, ils en ont quelques-unes quand même de doublures, c'est plutôt en défense moi que je prendrais des doublures. Quand je dis doublures, ça inclut la défense. Oui je sais, mais pas toute l'équipe quoi, genre. Par exemple, au milieu, il y a déjà des doublures. Ouais, au milieu, ils sont déjà bien fournis. Ils sont déjà bien fournis.
n'y a pas besoin de doublure au milieu. Ouais, mais tu sais, il faut des doublures de qualité quand tu vas commencer à jouer à la Ligue des Champions. Peut-être un 10. En attaque, c'est pareil, hein, s'ils gardent c'est Dedic, c'est ça. Je sais plus, c'est Amar Dedic, celui qui est sur le côté à Marseille. Ouais, qui est arrivé. Latéral piston. Oui, l'hiver latéral dernier, piston. ouais. C'est pareil, si t'arrives à le garder aussi, parce que j'ai vu qu'il était en partance pour Salzbourg. Donc si t'arrives à garder des joueurs comme ça, c'est intéressant. C'est que ça reste quand même un peu intéressant. Enfin, le mec, il était annoncé comme un truc incroyable. Non, mais oui, mais intéressant. Oui, mais ça peut être une belle doublure. Moi, à l'OM, ils aiment trop se monter. Oui, voilà, bien sûr. Ah, ça m'énerve de parler de l'OM. Bon, du coup, on va continuer sur les autres équipes. Je vais vous donner les prochains matchs et on va comme ça aborder qui sera pour vous en Ligue des Champions, en Ligue Europa ou Ligue Europa Conférence. Donc, on aura Lens-Monaco samedi à 21h, Lille-Reims à la même heure et Strasbourg-Le Havre. À vos jeux, à vos cartes, qui mettez-vous en troisième place, du coup, vu que je pense tout le monde met deuxième ici, Marseille. Ouais, mais on a Monaco maintenant. En 3 et ils sont assurés. Ah, ils sont assurés? Oui. Non, mais je crois que Monaco peut encore finir deuxième, non? Non, la question c'est qui va jouer les barrages. Qui va jouer les barrages? Qui va jouer les barrages? Je me suis trompé. On a 3 clubs à 57 points qui sont Lille, Strasbourg et Nice. Lille, Strasbourg et Nice, ouais. Nice. Alors en différence de but, on a Nice qui est devant Lille et Lille qui est devant Strasbourg. Alors que moi je préférerais Lille et Strasbourg. Alors je préférerais Lille et Strasbourg aussi. Strasbourg pour les récompenser. Malgré Nice intéressant avec un Evan Guessant qui prend une dimension énorme et Franquès qui arrive un peu à mettre son truc en place. Mais je préférerais deux équipes qui me plaisent plus, c'est Lille et Strasbourg. Lille va affronter qui déjà dernier match? Lille-Reims. Lille-Reims. Strasbourg reçoit Angers. Non, Strasbourg reçoit Le Havre. Je l'ai dit. Le Havre, attention, ils jouent leur survie. Ouais, c'est exactement ça. S'ils gagnent, ils se maintiennent. S'ils perdent, ils vont en barrage. Je crois que c'est à peu près ça en gros. Ça dépend aussi du résultat de Saint-Etienne. Tout dépend de ce que fait Saint-Étienne chez eux contre Toulouse ou je sais plus quoi. Enfin bref. Aucune idée. Donc. Ouais, ça va être une sacrée Mais journée. déjà, moi je pensais qu'à la dernière journée, perso, on n'aurait pas les 2-3 déjà définis. Ouais, ce serait plus le bazar que ça encore. Surpris quand même c'est pour ça que je me suis Strasbourg. Alors Lille, moi je sais que c'est les chokers originels. Ils sont allés perdre à Angers. Doublé d'Esteban Le Paul. Petit Paul, qu'est-ce qu'il a été bon. Ouais. Petit but de la tête du haut de son petit maître. Non, franchement, ouais. Après, Angers jouait son maintien, ils sont maintenus, c'est aussi pour ça qu'ils étaient particulièrement concernés par le match, mais j'étais déçu de Strasbourg. Envahissement de terrain à Raymond Kopa. Incroyable, c'est du jamais vu. Ouais, bon, il devait pas être très plein le terrain du coup. Donc, du coup, pour vous, là, parce que vous m'avez pas dit directement, enfin, vous m'avez dit, mais 4-5-6, je veux 4-5-6 précis. Tu peux me redire qui est-ce qui joue Nice? J'ai pas Nice, j'ai oublié de mettre Nice, mais je peux regarder maintenant du coup. Non, t'inquiète, je vais te dire, il joue Brest. Ok. C'est difficile, Brest. À Brest ou à Nice? À Nice. Ça va faire match nul, ça. Match nul, les deux équipes marquent. Brest va perdre. Donné. 1,74. Poum. C'est chiant, il s'est Ils jouent tous à domicile, ouais. C'est compliqué. Brest, la preuve, ils sont un peu imprévisibles. Ils sortent, ils pas mal, une masterclass. Bon, faut prendre en compte que Lille a été encore une fois désastreux. Ouais, puis c'était à domicile. Ils sont sur deux dernières victoires. Enfin, même si c'est un stade sans âme, ils sont à domicile. Moi, ça m'étonnerait pas que ça reste comme ça. C'est quoi la Lille et combien? 5, non? Oui, c'est Nice, Lille et Strasbourg. Ouais. Franchement, ça m'étonnerait pas du tout que ça reste comme ça. Ça m'étonne pas. Est-ce que vous voulez qu'on finisse par un petit instant prono? Parce qu'il va y avoir les barrages de Ligue 2, Ligue 1 à partir de demain. Bon, après, Ligue 2. Ligue 2, on aura. T'as Guingamp, Dunkerque. Qui vont se jouer 3 fois en 2 semaines, là, même pas. Parce que le dernier journée de championnat, c'est pour savoir laquelle de des équipes va recevoir le barrage. En gros. Ils s'affrontent en dernière journée de championnat. Guingamp, Dunkerque et Metz. C'est trop dur. Je pense que Metz va sortir de ça et puis ensuite on verra qui Metz affrontera en Ligue 1. Mais Metz, perso, je n'ai pas particulièrement envie de la voir en Ligue 1. Metz? Ouais. J'aime bien voir Dunkerque. J'aime pas trop. Après, c'est Dunkerque, ouais, mais je pense que Dunkerque n'y arrivera pas. Dunkerque, je pense qu'ils peuvent. Ils ont fait une super campagne en Coupe de France. Ils viennent vraiment bien titiller le PSG. Ils gagnent 2-0. Il reste Montpellier. Ils sont complètement capables. L'USFD, c'est trop fort. C'est 2 matchs aller-retour ou pas?
Ou c'est un match aller-retour, puis un match simple? Tu me poses une Non, là, c'est un match simple, puis un match aller-retour. Ah, ok. Ah, ok. Je crois. Ouais, si, c'est ça. Genre là, ils vont affronter Guingamp. Metz, c'est pareil, celui qui est c'est, 5ème va à l'extérieur. Metz, c'est simple aussi. Enfin, s'ils affrontent. Non, Metz, c'est. Non, Ah pas ouais, en- si, c'est vrai. C'est C'est simple. simple, Ouais, simple, c'est simple et double. Simple et double, ce que je disais Voilà, du coup. simple et double. Pour moi, l'USLD, Je pense qu'il Après, c'est Moi, pas je pour les leur- vois Ah au-dessus oui, bah aussi, oui. hein. Merci. Jeudi soir, rue tout le Masséna, monde. les gars. Bon, allez, zou. Bon, allez. Ciao, la team. Que des paronnais, que des paronnais, que des paronnais, que des paronnais.